Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à l'espace culturel de Romba. D'abord, il était prévu qu'il y ait une conférence du professeur Zurcher au Cap Horn, mais comme l'affluence est supérieure aux places de l'auditorium au Cap Horn, une centaine, donc il nous a été demandé de pouvoir bénéficier de l'espace culturel de Romba, parce que nous avons affaire à quelqu'un qui manifestement est très connu dans les niveaux de l'environnement et de la forêt, et j'avoue que c'est un honneur de le recevoir. Alors je vais juste vous présenter professeur Ernst Zurcher, ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur émérite en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise. Il était jusqu'à présent chargé de cours à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, à l'école polytechnique fédérale de Zurich en sciences de l'environnement, ainsi qu'à l'université de Lausanne en géosciences, master de durabilité. J'ai rien loupé là pour l'instant, c'est bon. Et vous dire qu'il est à la retraite, mais on n'est jamais à la retraite quand on fait ce qu'on aime, et vous faites des conférences. Et donc, monsieur le professeur poursuit ses recherches sur les arbres et le bois, en particulier leur chronobiologie, leur potentiel de séquestration de carbone et leur contribution au système vivant. Auteur d'articles scientifiques et de livres, puisqu'il a publié à Actes Sud un livre en 2016 de 263 pages, et qui, me dit-il, va être édité maintenant au Brésil. Et le Brésil, quand on dit Brésil, on pense forcément à l'Amazonie et ce qui se passe là-bas. Il donne régulièrement des conférences en Suisse et à l'international, participe à des films, accompagne des projets de transition écologique, s'investit dans l'écriture, je l'ai dit, et dans la radiophonie aussi. Il fait effectivement des émissions radiophoniques. Donc c'est quelqu'un qui connaît son dossier et qui essaie de faire en sorte de populariser la forêt et tout ce qui est un écosystème au niveau de la forêt, la faune et la flore. Et je crois que c'est important pour notre destinée ou notre vie tout simplement, d'avoir le regard de quelqu'un qui connaît les problèmes qui vont se poser à nous. On en discutait tout à l'heure. Le professeur a donné un petit cours cet après-midi au collège à Amnéville, le collège de la Source, et il a pu voir qu'effectivement ça peut passionner de jeunes personnes qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de se confronter aux problèmes de l'environnement. Et je précise également que la conférence est organisée en partenariat avec l'association La Voix de l'Arbre, qui est ici représentée par son fondateur, Benoît Hartenstein, qui est à côté de moi, et qui est fondateur de l'association La Voix de l'Arbre. Et donc il est membre d'un groupe national de réflexion pluridisciplinaire porté par le CAU de Seine-et-Marne et par l'association Arbre, ARBRES, Arbre Remarquable, Bilan et Recherche, Études et Sauvegarde, ayant pour objectif de formuler des propositions d'amélioration de la législation protectrice des arbres hors forêt. Il est donc le correspondant en Moselle pour l'association Arbre et œuvre pour la reconnaissance à terme des droits de la nature. J'ai rien oublié, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vais leur passer la parole parce que c'est eux que vous êtes venus, et surtout le professeur Ernst Zurcher qui est venu nous parler effectivement de arbres et forêts, quelle sylviculture pour le futur. Je crois que dans le titre, il y a tout, arbres et forêts, le futur, et je crois que c'est un domaine que non seulement vous connaissez, mais qu'il va falloir protéger au maximum. Je vous cède la parole et je vous remercie d'être venu. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste un petit mot, vous êtes venu écouter Ernst Zurcher, je vais être très court. Merci l'association, merci le Cap Horn, merci notre ami Ernst Zurcher qui est un randonneur européen-suisse et qui fait une escale ici. En deux mots, Ernst Zurcher, si vous voulez, ça fait plusieurs années qu'on le connaît. Ce soir, il est avec nous pour vous parler des arbres. Il est connu depuis sa jeune enfance, il était dans les bois avec ses frères, ses amis. Il a observé, vu avec ses yeux, ressenti. Pendant sa carrière de scientifique, il a essayé de démontrer, les ressentis, les connaissances ancestrales qui étaient transmises de génération en génération. Donc ça accrédite toutes les pensées ancestrales, il va vous en parler, du regard sur les arbres.
donc ce regard scientifique. Et j'aime beaucoup sa formule. Il nous dit que par contre, quand on va en forêt, il faut laisser tomber le mental. Donc je retiens beaucoup ça. Et juste une chose, je vous invite ce soir, il n'y a pas de voûte étoilée ici, mais en écoutant Ernst Zürcher, imaginez-vous que nous soyons dans une vallée en Suisse avec une voûte étoilée. Vous vous laissez poser ce soir et vous écoutez notre ami Ernst Zürcher. Merci. Merci tout d'abord pour cette invitation très sympathique à laquelle j'ai très volontiers répondu. Merci pour ces introductions. Bien sûr, oui, c'est une bonne invitation d'imaginer qu'on a un ciel étoilé en-dessus de nous, en plus de ces quelques très intéressantes étoiles électriques déjà présentes. En fait, c'est différent lorsque on s'imagine tout seul, bien on pense en termes d'appartenance à une communauté. Alors en même temps que les étoiles, je peux vous inviter à penser à vos arbres préférés, puis vous dites, bon, alors soyez un peu avec nous aussi, on sera plus nombreux et ce sera intéressant ensuite d'échanger au sujet de ce que vous aurez entendu, ce que ça aura suggéré chez vous et ce que vous amenez en fait avec vous ici ce soir, parce que vous n'êtes pas là par hasard naturellement, vous venez parce que vous avez déjà eu quelque chose à faire avec la nature, avec les arbres, avec des questions relatives à la transition écologique peut-être, vous avez eu peut-être des expériences extraordinaires avec les arbres, et tout ça c'est un patrimoine commun qui nous réunit ici ce soir. Et ce qu'on va évoquer, cette sylviculture pour le futur, c'est une manière de trouver un point commun autour duquel on pourra peut-être discuter. Voilà, alors la question de la sylviculture du futur, sylviculture, la culture de la forêt. Donc tout de suite, je vais vous avertir que je ne vais pas vous parler d'exploitation forestière, on va aborder un peu ce terme. Et la différence qu'il y a entre cette expression-là et la notion d'une sylviculture, c'est donc un acte de culture, comme l'agriculture au sens propre du terme, c'est une manière d'avoir un effet de nature culturelle, pas seulement culturelle, il y a les deux acceptions du terme. Donc la sylviculture peut être quelque chose de très anoblissant pour celui qui le fait, pour l'objet de son travail. Alors notre situation actuelle, c'est naturellement cette urgence de trouver un nouveau mode de fonctionnement, cette transition écologique qui est beaucoup plus urgente à réaliser que la transition énergétique. Pour la deuxième, je suggère simplement de faire des efforts, que la politique mette l'accent là-dessus aussi, des efforts dans le sens de la simplification des choses, de la réduction des besoins artificiels en général. Est-ce que c'est tellement difficile d'utiliser moins d'énergie aujourd'hui si on arrivait à réduire de 1/3 ou bien de la moitié de toute l'énergie qu'on emploie? Comment serait le monde? Certainement avec d'autres options, on aurait ensuite beaucoup plus de possibilités de réaliser la transition écologique qui est vraiment essentielle, qui ne doit pas être mise de côté par rapport à la seconde forme de transition. Pourquoi réussir une transition écologique? C'est que les conditions de vie sur Terre sont menacées aujourd'hui. Il ne faut pas se faire trop d'illusions, ça va devenir assez compliqué si pas rapidement nous trouvons des solutions. Regardez la couleur de vos rivières, de vos fleuves. C'est des eaux brunes, malheureusement, tout au long de l'année. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que la Terre est en train de partir. On est en train de faire quelque chose avec la nature, avec la Terre qui n'est pas en ordre. C'est pas correct que les terres sont en train de partir, se perdre dans les océans. Si au moins les rivières avaient de nouveau des méandres et où toute cette matière transportée pouvait se déposer, ça enrichirait les vallées, mais ces rivières vont tout droit jusqu'aux océans.
et c'est en fait de la perte de productivité agricole, mais aussi une manière qu'on a maintenant d'exploiter, j'emploie ce terme maintenant, les forêts qui provoquent aussi cette érosion des terres lorsque les machines y vont trop fort et par n'importe quel temps, ça finit aussi dans les rivières et finalement dans l'océan. Donc la transition écologique, c'est une manière de retrouver un rapport à la nature qui nous permettra, nous en tant qu'espèces humaines, de trouver une convivialité avec les autres espèces, avec les espèces végétales, les espèces animales. Et quelles sont les clés pour ça? Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Ces clés existent, on les connaît. Et là aussi, il suffit de les mettre en œuvre. Certains les ont déjà mis en œuvre depuis longtemps, d'autres sont en train de s'y mettre. Et c'est une belle dynamique qu'on peut vraiment activer encore davantage. Donc je vais montrer tout d'abord ce que sont les forêts en fait pour la Terre entière. Dès que les territoires sont sortis des océans, dès que les terres émergées au cours de l'évolution ont fait leur apparition, très rapidement elles ont été colonisées par le monde végétal avec toute la faune qui lui appartenait. Et cette colonisation a eu lieu grâce à une symbiose déjà. Dès le début, la vie sur Terre, en milieu non aquatique, a réussi grâce à la mise ensemble de deux formes de vie où on n'aurait jamais eu l'idée de les mettre ensemble, chacune profitant de l'autre. C'est les mycorhizes, c'est les arbres et les champignons ont permis aux arbres de coloniser la Terre et les arbres ont permis aux champignons aussi de les accompagner dans cette colonisation. Donc le premier message, c'est trouvons des partenariats, trouvons des synergies, des associations avec des formes de vie parfois tout à fait impensables ou inimaginables, et ceci permet d'arriver à d'autres réalités, comme développer un monde végétal entièrement nouveau, dans des conditions tout à fait impensables. Pensez à la forme de vie qu'avait le végétal dans l'océan primordial. C'était naturellement des bactéries, des cellules aussi photosynthétiques, des algues, etc., qui n'avaient qu'à se laisser flotter. Et comment arriver à faire de l'arbre quelque chose qui tient le coup pendant des siècles et des siècles, des millénaires parfois, debout, contre les forces de gravitation. Il n'y a rien de plus improbable qu'un arbre. Or, jamais, lorsqu'on était à l'époque de la vie aquatique, on aurait pu imaginer que la vie puisse s'affirmer dans la verticale. Et maintenant, on est en train de continuer un peu ça en tant qu'humain. On pourrait très bien continuer toute notre vie à quatre pattes, comme les enfants commencent. Eh bien, à un moment donné, on a envie de se mettre debout. Et on est les seuls à faire ça vraiment de manière systématique. Et on se rend compte que c'est bien plus intéressant d'être debout, malgré la gravitation qui nous voudrait tout faire pour nous faire redescendre. C'est bien plus intéressant de se battre contre la gravitation que de se laisser dominer par elle. Donc les arbres sont déjà des premiers partenaires qui nous montrent qu'on a quelque chose à réaliser qui est vraiment intéressant, qui est jubilatoire, qui nous apporte des impressions et des expressions tout à fait inédite. Donc la Terre était au départ recouverte partout où c'était possible. La nature a mis en place des arbres. L'Europe était entièrement couverte d'arbres, sauf naturellement les zones les plus... Après le retrait des glaciers, là je parle d'il y a 10 000 ans, d'il y a 8 000 ans, l'Europe était recouverte de forêts. Et cette forêt allait vraiment, on dit toujours de l'Atlantique à l'Oural, mais c'est faux, il faut dire de l'Atlantique au Kamtchatka, parce que derrière l'Oural, c'est beaucoup plus de forêt encore, et ça allait rester aussi. Là, vraiment, on voit que pour ce continent eurasiatique, la forêt, c'est le mode de vie, de réalisation du système naturel spontané. Et là, si ça vous intéresse, si vous êtes forestier, ou bien si vous voulez entrer un peu dans la logique de ces forêts naturelles, comment ces forêts vivent-elles, comment
acquièrent-elles leur puissance? Lisez le livre de Stéphane Durand, 20 000 ans, ou la grande histoire de la nature. Ici, c'est quelque chose d'absolument passionnant à lire. De quoi les forêts étaient-elles capables autrefois? On a une forme d'amnésie écologique, on ne se souvient même plus de ce que les arbres et les forêts sont capables de faire. Bon, ici, j'ai mis un lucane géant, cerf-volant, comme insecte qui est vraiment emblématique, l'un des plus gros de nos insectes, dessiné par Albert Dürer. Eh bien, dans ces forêts, il est décrit la faune piscicole aussi, la richesse de la faune en poisson de ces forêts pour montrer ce qu'une forêt totale dans toute sa plénitude peut être. Dans ce livre, il décrit par exemple les esturgeons comme étant très nombreux à l'époque du retrait, avant qu'il y ait eu vraiment un pillage par l'être humain de ces ressources piscicoles. Aujourd'hui, l'esturgeon, on estime que, dans un livre d'identification, qu'un grand esturgeon, c'est entre 1,80 m et 2,50 m. Ça, c'est vraiment les tout gros esturgeons qu'on connaît en Europe. Eh bien, ici, encore historiquement, il est écrit qu'un grand écrivain français avait organisé un grand banquet, et pour alimenter le banquet, il y avait des chevreuils, il y avait toute une faune qu'on avait préparée. Et là, il y avait un esturgeon, non pas de 2,50 m, mais de 13 mètres de taille. C'était vraiment des géants qui vivaient calmement dans ces fleuves, alimentés par ces forêts, et dont les eaux étaient cristallines. Ça, c'est intéressant. Si les eaux ne sont pas toujours cristallines dans les fleuves naturels, il y a des moments de crue où ça déménage, où le fleuve se refait un nouveau lit, et là, c'est vraiment très trouble. Mais c'est pas toute l'année comme ça. Les vrais fleuves sont à la fois troubles lorsqu'ils se refont le lit. Faire le lit, c'est le fleuve aussi. Il y a aussi ce jeu de mots des étudiants. Vous avez peut-être lu ça une fois à l'université. Je ne peux pas m'empêcher de le mentionner ici. Heureux qui, comme le fleuve, a son cours dans son lit. Écrit par un étudiant. Alors, les fleuves ont leur cours dans leur lit, mais des fois, ils refont leur lit. Et là, il y a de la turbulence et du transport d'aliments. Mais là, dans ces fleuves naturels, il y a les castors qui retiennent et qui obligent les dépôts d'avoir lieu dans les vallées. C'est ainsi que les fonds de vallées se sont formés. Ce qui a donné nos vallées fertiles, c'est le travail des architectes du paysage, c'est les castors, avec leurs digues. Donc on décrit ici ces fleuves avec leurs eaux cristallines, avec ces esturgeons énormes. Voilà ce dont la forêt est capable et voilà ce qu'elle est devenue lorsqu'on les regarde aujourd'hui. Et pouvons-vous revenir un peu à cette expression forestière, avec toute la puissance forestière, parce qu'on a besoin d'une nature puissante et prolifique, on a besoin, comme dans chaque jardin, que ça pousse bien, que ça donne des belles plantes, plutôt grosses que petites, et naturellement. Et là, les clés sont disponibles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette forêt après les glaciations? C'est une histoire très tourmentée qui a commencé dès l'arrivée des humains. Et très rapidement, on a eu une transformation radicale. Là, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. C'était pratiquement intact à l'époque. Il y avait naturellement déjà des populations humaines, mais très éparses. Ces humains s'installaient dans des zones où il y avait plutôt des clairières, parce que c'est là-bas que la chasse est facile. Une clairière forestière, c'est des herbages, mais il y a même en même temps des ligneux. C'est comme dans les savanes africaines, c'est dans les savanes qu'il y a le plus de faune. C'est l'interface entre la forêt et les zones ouvertes, avec des graminées, etc. Eh bien, les humains vivaient là, en harmonie avec ces conditions. En l'an 1000, on a déjà des premiers débuts de déboisement systématique, mais ensuite, ça a vraiment commencé. On voit toute l'Europe du Sud, regardez la côte algérienne ou marocaine, devenir de plus en plus pâle. Et concernant l'Italie, par exemple, on sait que les Étrusques ont déjà beaucoup déboisé, ils avaient une forme de sylviculture aussi, mais avec des peuplements artificiels, je crois, avec des peupliers.
les Romains sont venus, et en même temps que là c'est 300 avant Jésus-Christ, donc c'est pas encore la Gaule occupée par les Romains, c'est la Gaule celtique, l'Espagne aussi, et tout le Proche-Orient ont déjà été massivement déboisés par rapport à 700 ans avant. Regardez la Grèce, toute cette zone-là. Là, on a déjà eu des déboisements, et les Grecs décrivent déjà, Platon décrit déjà comment certaines régions de Grèce ont été dégradées alors que c'était somptueux du point de vue forestier avant. Et ensuite, c'est 350 ans après notre ère, là vous avez des zones qui deviennent rouges, même en France, en Gaule, et en Afrique du Nord, la même chose. En l'an 1000, jusqu'en l'an 1850, là, on a un maximum de déforestation, et rouge, c'est 0,2, 0,1, c'est donc 20% ou 10% de forêt qui reste, c'est donc des lambeaux de forêt qui restent. Et là, vous vous souvenez peut-être des tableaux qu'on a autrefois de l'Europe que les peintres ont fait. Moi, je pense à des représentations je suis en train de lire les Rebelles magnifiques de Andrea Wolff sur la genèse de la pensée moderne chez les penseurs allemands de l'époque romantique. Romantique, il faut le mettre entre guillemets, c'est pas romantique, c'est vraiment des choses sérieuses, c'est pas de la poésie, la pensée lucide. Eh bien, là, on voit des paysages qui sont complètement déboisés. Il n'y a plus que des lambeaux d'arbres qu'on utilise probablement pour alimenter le bétail. Mais l'Europe a trouvé un minimum de forêt à peu près à cette époque. Je crois pour la France, il y avait 17% d'occupation forestière, plus que 17% de la surface française. Dans toute l'Europe, c'était pratiquement la même chose. Donc ça, c'est le point le plus bas. Et depuis cette époque, on a replanté des forêts, on a laissé des forêts naturelles se remettre en place. On a diminué les besoins de bois, qui était le seul matériau pour le chauffage, pour la métallurgie à l'époque, en remplaçant par du fossile, le charbon, le pétrole ensuite. Et c'est finalement les fossiles qui ont sauvé les forêts et qui ont permis à la forêt de revenir. C'est une histoire à plusieurs faces. Il ne faut pas trop peindre en noir et blanc. Le charbon nous a rendu des très bons services aussi. Voilà, donc l'Europe a été complètement déboisée. Même, je montre ça simplement dans une ligne de réflexion. Quel est l'effet de ce déboisement massif sur l'équilibre climatique de cette Europe? De passer d'une forêt complètement fermée, vierge, avant ça c'était totalement fermé, à un paysage totalement ouvert. En termes de cycle hydrologique, vous passez en fait d'une zone occupée et protégée par la végétation à une zone complètement ouverte qui se dessèche chaque été. Donc la disparition de la forêt a amené une transformation du climat. Et en plus, tous ces sols forestiers étaient riches en matière organique. Ici, ils ont perdu leur matière organique qui est allée finalement enrichir le CO2 atmosphérique. Alors ici, vous avez toujours la littérature qui vient enfin d'apparaître, bien de se pencher sur ces questions. Cette représentation vient du livre Déforestation globale, sorti en 2016. Donc là, on est en train de réaliser qu'on n'a pas seulement affaire à un problème de réchauffement climatique lié à plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est un des facteurs de l'effet de serre, mais le réchauffement climatique ou bien le dérèglement climatique, ça a beaucoup à faire aussi avec la transformation des surfaces de tous les continents finalement, où l'eau n'a plus les mêmes cycles qu'avant, et c'est aussi un facteur de dérèglement. Voilà, tout ça pour parler de la nécessité de gérer ces forêts comme elles sont prêtes à vouloir le faire, à réagir d'une manière positive. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Il faut d'abord comprendre qu'une forêt naturelle, elle a toute une dynamique, il y a toute une dynamique forestière. C'est les arbres, ils poussent selon un gradient de lumière et de sol, d'humus du sol.
Et ces sols et ces intensités de lumière sont sans arrêt en train de varier. Lorsqu'après, ici c'est une région de montagne, mais ça vaut pour une zone de plaine qui aura subi un incendie ou bien une tornade, tous les arbres sont par terre, il n'y a plus de végétation arborée. Ici, peut-être une avalanche a rasé une forêt, ça ne recommence pas n'importe comment. Il y a toute une succession forestière qui a lieu. Il y a d'abord des essences de lumière qui sont à graines légères, qui sont amenées par le vent, qui ont une couronne très très peu dense, qui laisse traverser la lumière pour aller jusqu'au sol. Et c'est des arbres qui poussent très vite, rapidement, qui ne sont pas toujours très vieux dans leur développement. Ici, c'est des mélèzes, eux deviennent vieux, mais c'est des essences de lumière. Et sous ces mélèzes, vous avez, avec les chutes d'aiguilles de chaque année, un premier sol, un premier humus qui se forme. Et là-dessous, vous avez une deuxième génération des essences de semi-lumière qui ont besoin d'une pénombre légère, mais déjà d'un meilleur sol que pour les mélèzes. Et ensuite viennent les essences de demi-ombre, encore plus d'ombre, encore un meilleur sol, et finalement des essences d'ombre qui vont fermer la forêt et étouffer tous les arbres qui étaient là avant. Et là, vous avez un principe intéressant, c'est au niveau des arbres, c'est servir et disparaître. Préparer la venue des autres. Ce ne sera pas les mêmes, c'est une nouvelle génération, c'est des nouvelles espèces d'arbres, mais on est là pour leur préparer le terrain. Et ça, c'est pas mal comme message aussi pour les humains, c'est d'arrêter à penser qu'à soi, c'est de vivre pour faciliter la vie des autres. Et là, il y a une belle définition de la liberté aussi qu'on peut incorporer dans ce moment de la réflexion, c'est que la vraie liberté, c'est celle qui rend les autres libres. C'est pas ma liberté, c'est là où la tienne, celle des autres commence. C'est celle qui augmente la liberté des autres. Et bien ici, c'est un peu la même chose, c'est servir et disparaître pour que d'autres puissent prendre la place parce que j'ai préparé le terrain. Bon, ça, c'est le principe. Vous avez des essences de lumière qui poussent très vite, c'est les saules, les bouleaux, les peupliers, les pins, les mélèzes. Ça pousse très vite, mais ça ne devient pas très grand et pas très vieux. On appelle, sauf le mélèze, on appelle ça les bois blancs. Les forestiers connaissent les bois blancs, ça chauffe pas très bien, c'est pas très résistant aux champignons, c'est pas durable, mais ça pousse très vite au début. Alors sous ceux-là, avec les premiers sols qui se forment, vous avez les essences de demi-lumière, c'est les frênes, les tilleuls, les érables, les chênes, les épicéas. Donc là, on trouve l'épicéa, ou le chêne, c'est des essences qui sont très prisées aujourd'hui. Ça ne commence pas à zéro, en fait. Il faut déjà de la forêt avant pour qu'ils soient vraiment bien implantés, pour qu'ils puissent se développer avec le maximum de leurs possibilités. Et ensuite, vous avez les essences d'ombre, c'est les hêtres, les sapins blancs, sapins pectinés, les ifs, qui commencent sous l'ombre des essences de demi-lumière, de demi-ombre, arrivent avec très très peu de lumière à pousser quand même, et vont devenir encore plus grands que cette troisième génération des essences de demi-ombre, et vont étouffer les essences de demi-ombre et finalement fermer la forêt, fermer la canopée. C'est les essences du climax, comme on les appelle. Et bien là, ces forêts sont faites pour durer très longtemps, et il faut attendre une nouvelle tempête pour qu'elles soient mises à plat, et tout recommence. Donc là, on comprend que la forêt, c'est quelque chose de dynamique. Et ça nous fait remettre en question la pratique de raser une forêt naturelle et de la remplacer par une plantation. Là, on quitte complètement la logique forestière qui voudrait une dynamique naturelle où les essences se succèdent et s'entraident et se préparent le terrain. Et là, lorsqu'on fait ça c'est la foresterie, la formation forestière qui prend ingénieur forestier, c'est 5 ans de formation avec une année de pratique. Vous apprenez la phytosociologie, la sociologie végétale. Les plantes ne poussent pas n'importe comment les unes avec les autres, elles ont des affinités, elles s'entraident de manière très spécifique et on a des profils forestiers, une quarantaine d'associations forestières où tout fonctionne ensemble, c'est tout sauf du hasard. Et c'est comme ça que les forêts aimeraient fonctionner. Et chaque espèce trouve sa place dans cette forêt selon un gradient d'humidité entre sec et humide, c'est la verticale, le hêtre un peu au centre, mais lorsque c'est plus humide, le frêne arrive, le chêne
le chêne pédonculé aussi. Mais lorsqu'il fait plus sec, c'est un autre chêne, c'est le chêne Pétréa, qui va aussi être beaucoup plus résistant sur des coteaux exposés au froid aussi, par exemple, plus sec, le chêne pubescent, et ainsi de suite, l'Aulne où c'est plus humide, le bouleau, etc. Donc, chaque essence a sa place, et il s'agit de lire le paysage et de reconnaître, ici c'est la place du bouleau, ici c'est la place de l'Aulne, là c'est la place du chêne pédonculé, et là-bas c'est la place du chêne Pétréa. Voilà, donc là il s'agit de connaître les essences d'arbres presque en les tutoyant, en sachant ce que chacune a besoin d'avoir comme milieu pour s'y développer. Et ensuite, sachant qu'elles créent aussi du milieu, elles font leur part de contribution à la fertilité globale. Voilà, alors la sylviculture, c'est donc, là je ne vais pas parler tout à la fin de forêt primaire ou de forêt en libre évolution, c'est une forêt qui est gérée par l'être humain pour pouvoir en tirer quelque chose, tout d'abord du bois bien sûr, mais aussi une partie importante de la forêt, c'est sa contribution au cycle hydrologique, nourrir les sources, alimenter les rivières, tout ça c'est aussi des prestations de la forêt, et la prestation en biodiversité, toutes les lisières forestières qui sont occupées par la faune, plantes médicinales, champignons, etc. Tout ça c'est des prestations de la forêt qui peuvent être gérées. Une forêt laissée livrée à elle-même, par exemple, dans le Jura, si on veut encore avoir du grand tétras, on est obligé de gérer les forêts pour aménager des clairières dans ces forêts pour que le grand tétras puisse rester. Si on arrête de gérer ces forêts, si on les laisse se fermer, il n'y a pas suffisamment de perturbations de forêts qui se ferment pour que le grand tétras puisse s'habituer et retrouver les places qui lui conviennent. Donc, on voit tout de suite qu'on a une interaction possible entre l'être humain et la forêt qui est aussi bénéfique à d'autres espèces, l'oiseau, ou on va voir, toutes les autres espèces peuvent profiter de la gestion par l'homme. Et l'homme prend ce qui l'intéresse, mais dans une bonne mesure. Alors ici, on a un schéma de toutes les modalités, donc selon des gradients de naturalité. La manière la moins naturelle de faire de la foresterie, et là c'est plus vraiment de la sylviculture, c'est d'avoir une forêt naturelle en mélange et d'en faire une coupe rase et de la transformer en forêt artificielle d'une espèce plantée qui va se développer en même temps comme massif forestier. Et ensuite, la génération suivante, on recoupe tout ça pour recommencer. Et il y a d'autres modèles de foresterie, c'est vous gardez par exemple des feuillus naturels et vous éclaircissez la forêt pour laisser entrer la lumière. Vous avez commencé ici, là c'était dense, là vous avez éclairci et on laisse le recrue naturel, comme on l'appelle, la régénération naturelle apparaître spontanément. Vous éclaircissez encore et vous avez une nouvelle génération qui arrive sous la protection de la génération précédente. Mais tout ça, ça se fait naturellement, sans plantation, à la différence de la première. Mais c'est une gestion forestière qui donne des peuplements relativement uniformes. Tout ce qui apparaît ici est venu à peu près à la même époque et va grandir ensemble. Vous pouvez avoir une coupe en lisière où vous progressez simplement avec la lisière, vous n'avez pas ces éclaircies systématiques, vous avancez simplement en récoltant les arbres et progressivement la régénération naturelle se fait, vous avez un jeune peuplement qui se réinstalle, mais tout ça se fait sans plantation, sans coût de plantation, ça coûte très cher, et naturellement on n'a pas du tout besoin de mettre des engrais qui coûtent cher aussi, parce que les engrais perturbent la vie des champignons, les mycorhizes sont perturbés par les engrais, les systèmes de protection naturelle des arbres au niveau des champignons sont perturbés aussi, les mycorhizes sont à la fois des contributeurs d'alimentation, mais aussi des protecteurs contre des espèces de champignons dangereuses pour les racines, par exemple. Et ensuite, beaucoup plus naturel, c'est pas une coupe schématique qui vient d'un côté puis qui va éliminer la forêt, c'est la coupe progressive
par petits bouquets, par petites clairières. Ici, on fait une clairière, ici, on en avait fait une autrefois, mais on regarde l'ensemble de la forêt. Et la plus naturelle et la plus équilibrée de toutes, c'est ce qu'on appelle la sylviculture en couvert continu, où on essaye de récolter les arbres individuellement. Ici, on y allait assez fort, on va voir qu'on peut y aller beaucoup moins fort. C'est par exemple ici, vous avez une forêt qui a l'air d'être permanente, d'être en permanence ici. La seule intervention, c'est tous les 5, 8, 10 ans, d'arriver en forêt, de prélever quelques-uns des arbres, et tous les autres restent, et chaque fois que vous prélevez un arbre, vous faites la place pour les jeunes qui sont en attente en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle la forêt jardinée, mais le terme de jardinage, c'est pas tout à fait heureux, parce que ça n'a rien à voir avec un jardin, c'est entièrement naturel et sauvage. Et là, vous avez vraiment un massif forestier qui produit, et qui a l'air toujours d'être le même, mais on peut en sortir régulièrement du bois, c'est des quantités considérables qu'on peut illustrer. Encore une image vue d'en haut, cette coupe par clairière et par groupe, c'est à peu près ceci. Vous avez cette forêt avec laquelle vous avez deux modalités très naturelles, c'est où vous faites des clairières plus fortes, elles vont se refermer naturellement, ou bien vous prélevez arbre par arbre, et là vous avez vraiment la forêt jardinée comme on a mentionné avant. Si vous voulez avoir des essences de lumière dans une forêt qui est relativement fermée, là vous devez ouvrir un peu plus. Si vous voulez avoir du chêne, vous devez avoir cette modalité-là, mais pas faire une coupe rase, parce que tout le voisinage de cette clairière où le chêne peut venir contribue au bon climat. C'est de l'alimentation en eau, c'est de la protection contre le froid, contre le chaud, et tout ça c'est une atmosphère forestière, c'est un climat forestier qui est favorable aux arbres. Et selon l'ouverture, on arrive à doser le fait d'avoir des arbres. Pour avoir des arbres, plus de lumière ou plus de demi-lumière ou plus d'ombre. Tout ça, c'est une question de dosage. Donc, on comprend maintenant pourquoi il faut 5 ans d'apprendre à connaître ces essences et d'expérimenter dans un territoire donné pour finalement maîtriser ce genre de foresterie qui est tout sauf schématique. Donc ça ressemble à ça, c'est de la réalité, une forêt comme ça, c'est une forêt en groupe et bouquet ou bien en jardinage. Vous avez des arbres magnifiques qui forment beaucoup de bois. Et là, on a déjà commencé à éclaircir dans cette région et le rejet, la régénération a lieu. Et là, c'est très intéressant, pas seulement pour l'être humain, parce que tout vient gratuitement avec une profusion. Il suffit de sélectionner ce qu'on veut vraiment favoriser. Et c'est tout à fait fabuleux pour la faune. La faune ici va pouvoir s'épanouir parce qu'elle a partout des endroits pour se cacher. Les champignons aussi. Là, lorsque vous êtes champignonneur, vous savez exactement où vous allez trouver vos champignons parce que c'est des systèmes vivants extrêmement fertiles. Voilà, tout ça c'est gratuit, il suffit de doser la lumière. Le seul intrant, c'est la lumière, c'est l'outil du forestier qui travaille en sylviculture naturelle. Ça, c'est la sylviculture du futur qui retravaille finalement avec ce que la nature nous donne en dosant, sans avoir besoin d'autres formes d'intrants. Voilà, je remontre ce profil forestier. Ça s'est dessiné sur une forêt réelle, sur une largeur de 100 mètres et une profondeur de 10 mètres. On a tous ces arbres qui ont plus que 8 cm de diamètre, donc on les représente. C'est un transect forestier. Et on peut imaginer ça 10 fois l'un derrière l'autre. Donc vous avez la densité forestière sur 1 hectare, avec toute cette quantité d'arbres qu'on peut prélever régulièrement. Donc ici, naturellement, on ne peut pas entrer avec des grosses machines pour faire ce travail très fin. Il faut des machines adaptées à ça, et elles existent. Et l'une des formes qu'on est en train de redécouvrir pour gérer ces forêts, c'est aussi le cheval de trait pour extraire les bois dans les endroits les plus sensibles. Mais tout ça mérite d'être davantage mis en œuvre. Donc j'aimerais juste montrer ce qui se passe dans une forêt comme celle-ci. Les grands arbres, comme les 4 ou 5 majeurs par rapport au reste de la forêt. Que font ces grands arbres? On a une règle qui dit que le bois pousse sur le bois. Alors plus un arbre est gros, plus il forme de bois, parce que c'est chaque fois à peu près le même cerne, peut-être d'un demi-centimètre,
Et lorsque vous avez un arbre qui a 80 cm de diamètre, c'est 3,14 fois la circonférence, donc vous avez une couche de bois très vaste qui va être formée sur ce très grand arbre qui a une couronne très puissante, comparativement à un jeune arbre qui a très peu de troncs, très peu d'aiguilles, et qui peut former beaucoup moins de bois. Et concrètement, on a des chiffres pour ça. On prend par exemple tous les arbres qui ont plus de 50 cm. C'est à peu près la dimension où aujourd'hui, dans une foresterie moderne, entre guillemets moderne, mécanisée, schématique, on coupe les arbres. 50 cm, c'est la dimension que la Scandinavie nous a imposé avec ses machines. On fait des forêts scandinaves compatibles, finalement, les machines sont pratiquement les mêmes. Et on est obligé de se limiter à 50 cm de diamètre pour que ça puisse entrer dans ce type de scierie. Mais on a d'autres types de scierie qui permettent d'éviter d'autres bois. Alors avec ce type de scierie, vous avez par exemple les arbres qu'on va récolter auront tous quelque chose comme 32 à 48 cm. Et là c'est sapin, épicéa, hêtre. Là, dans un hectare de forêt avec 660 arbres, on aura de cette catégorie de 30 à 50 cm quelque chose comme 130 arbres. 130 arbres de cette catégorie, qu'est-ce que ça donne comme volume? 220 mètres cubes. C'est là où on arrête l'histoire lorsqu'on fait une foresterie schématique et en réduisant aussi la diversité, on ne fait que de l'épicéa ou que du Douglas. Eh bien, lorsqu'on laisse pousser ces forêts comme elles le font spontanément, et on pourrait aller beaucoup plus loin avec les très grands arbres, on les laisse pousser au-delà de 50 cm, de 50 à 70 cm et au-delà, eh bien cette catégorie a les très grands arbres, et ensemble, c'est non pas 130, mais 60 arbres pour tout ce qui est au-dessus de 50 cm, et le volume de tout ce qui est au-dessus, de ce que j'aurais pu pousser dans cette forêt schématique, est de 260 mètres cubes, alors qu'on avait seulement 220. Donc la forêt, il faut la laisser pousser tranquillement, et elle donne le meilleur d'elle-même beaucoup plus tard que ce qu'on imagine d'habitude. Donc là, c'est un plaidoyer pour avoir des forêts avec des gros arbres et des scies, des modes de transformation du bois qui met en valeur ces bois. Et c'est des bois beaucoup moins noueux, ils n'ont plus les branches visibles, ils ont du bois absolument propre en périphérie, alors que les jeunes arbres ont encore les nœuds visibles, qualité inférieure. Voilà à quoi ressemble encore une fois une forêt jardinée, sans engrais de synthèse, sans biocides. Chez nous, on a une loi forestière qui favorise la régénération naturelle, qui interdit les coupes rases et qui interdit aussi les biocides dans les forêts. Parce qu'on veut aussi maintenir la qualité de l'eau qui sort de ces forêts. Alors voilà à quoi ça ressemble, une forêt jardinée. Et là, c'est intéressant, c'est des arbres absolument gigantesques, c'est grand diamètre, presque 1 mètre de diamètre. C'est des forêts naturelles dans lesquelles on est venu planter des exotiques. C'est intéressant, il y a des séquoias, il y a des douglas qui ont été plantés, et ces arbres s'éclatent parmi les arbres autochtones, et ça donne une forêt, c'est la forêt la plus productive du pays. C'est des arbres énormes qui ont plus de 50 mètres de taille. Et là, c'est pas schématique, parce qu'on a introduit des essences exotiques, des douglas, et ça leur va parfaitement. Et quelques douglas de ce genre-là, dans une forêt naturelle, produisent beaucoup plus qu'une jeune génération de douglas qu'on coupe prématurément. Voilà, et ça c'est une forêt gérée qui a reçu un prix en 2016. C'est une forêt de chênes. Et là aussi, c'est pas du tout schématique, c'est une belle forêt où la faune a sa place et ça donne des qualités de chêne magnifiques. Et l'impact des machines est minimum parce qu'on a vraiment des machines qui ne perturbent pas trop ces sols. Voilà, ça c'est la forêt irrégulière. L'irrégularité est un critère de qualité. Ici, juste pour montrer à quoi on a affaire, une forêt jardinée, c'est par exemple. On mesure ça exactement, on sait qu'on a par hectare, donc 100 mètres fois 100 mètres, c'est donc, lorsque c'est des arbres de 30 mètres, 3 longueurs d'arbres fois 3 longueurs d'arbres, un carré comme ça, comme matériel sur pied, comme on appelle ça, le volume total de bois de tous les arbres debout, c'est 400 mètres cubes.
Ça, c'est une bonne forêt bien constituée, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à 700 mètres cubes. Elles peuvent avoir plus. Ça, c'est une forêt jardinée classique, standard. Eh bien, on mesure l'accroissement annuel et par année pour cette surface, parce que tous les arbres poussent sans arrêt. Ils sont encore en pleine dynamique de croissance. Ils font du 10 mètres cubes par hectare et par année. Imaginez 10 mètres cubes par hectare et par année. 1 mètre cube, c'est un cube de 1 fois 1 fois 1. 10 mètres cubes, c'est une pile sur 10 mètres. Et ça, c'est produit par une forêt de ce genre-là, par hectare, et chaque année produit par 1 hectare de forêt. C'est considérable. Et ça, on peut le récolter, puisqu'on ne va pas entamer, on va prendre tous les 5 ans, 8 fois, la somme de ces 10 mètres cubes, ça sera donc 50 mètres cubes, donc de 400 mètres, on va descendre à 350, et on laisse repousser, etc. Et après 40 ans, vous aurez récolté 40 fois 10, 400 mètres cubes, vous aurez récolté la totalité de la forêt, mais elle est toujours là. C'est ça la différence par rapport à une coupe rase, où vous aurez récolté la totalité de la forêt, mais elle n'est plus là. Donc c'est ça le défi. On peut tout avoir. On peut avoir le beurre et l'argent du beurre ici, lorsqu'on a compris la forêt de cette manière. Voilà. Et en montagne, on a aussi des zones qui sont pâturées. Et là, on parle de pâturage boisé. Là, ça se gère différemment. On a des modalités très intéressantes qui profitent aussi au bétail. Là, je ne vais pas entrer dans le détail. L'irrégularité, plus ou moins schématique. Là, c'est moins intéressant. La forêt, là, c'est pour la gestion des haies, par exemple, qui ont lieu par rejet de souche en général. Et là, quelques francs-pieds, comme on les appelle, c'est des arbres majeurs qui vont être enveloppés par la haie. Et régulièrement, on taille la haie. Donc, ça, c'est plutôt pour la sylviculture en combinaison avec l'agriculture. C'est l'agroforesterie qui va réintroduire les haies. Mais là, de temps en temps, on peut laisser vraiment des arbres majeurs, un chêne, un noyer, naturellement. Les noyers, on les met dans les cultures, avec leur apport spécifique. Et ça, on le fait plutôt moins, c'est le taillis. Autrefois, on a appauvri des régions entières avec cette méthode du taillis, où on taille régulièrement les souches et puis ça repousse. Et ces forêts-là étaient nécessaires pour produire du bois de feu, pour la métallurgie, etc. Mais ça a vraiment appauvri des régions. Toute cette Europe d'avant 1850 a été en majeure partie aussi gérée sous forme de taillis pour les 17% qui restaient. Et ce taillis ne permettait pas aux forêts de se régénérer. C'était difficile. Heureusement qu'il y avait le bocage. Là, la faune pouvait encore rester. Voilà. Et là, maintenant, on a cette réflexion. Là, les choses ont déjà eu lieu. On a un peuplement entièrement fait de résineux, alors qu'on est dans la Creuse. C'est des forêts majestueuses de feuillus, c'est les plus grands hêtres et chênes du pays, peut-être, une pluviométrie magnifique, il pleut 1200 cm par année. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir des forêts majestueuses, et là, on les remplace malheureusement encore par des forêts de résineux qui vont assécher, et avec des impacts de machines. On a rasé et on a fait des layants dans le sens de la pente, et imaginez, là c'est en train de se cicatriser un peu, ça a commencé à repousser, mais juste après la coupe et après cet aménagement, vous avez l'érosion qui est au maximum. Là, c'est comme ça que les rivières commencent aussi à se remplir de limon brun. Voilà, alors qu'est-ce que ça signifie d'avoir une plantation qui remplace une forêt naturelle? Vous avez ici déjà une première génération très sensible aux maladies, et la nouvelle génération, c'est le même schéma. Une forêt naturelle, c'est des plantes en harmonie les unes après les autres, en cohabitation, en partenariat, et chacune apporte quelque chose aux autres. C'est le chêne avec le tilleul, pousse mieux que séparément. Eh bien, lorsque vous faites une plantation artificielle, vous obligez déjà les arbres à ne plus être en partenariat, en complémentarité, vous les obligez à être en concurrence. Ils ont tous le même âge, au même moment, les mêmes racines, au même niveau, se concurrencent pour la même eau et les mêmes sels minéraux. Donc, puisque c'est plus qu'une espèce qui a besoin au même endroit de la même chose, elle est carencée de ce fait par programme. Et ces arbres carencés, et les recherches nous l'ont montré, ont une qualité du bois inférieure.
Les Douglas de plantation artificielle ont une résistance aux champignons du bois inférieure aux Douglas en forêt naturelle. Pour le teck, ça vaut aussi. Les tecs en plantation ont une durabilité inférieure aux tecs de forêt naturelle, parce qu'il n'y a pas toute la chimie nécessaire. Et ici, on fait la même chose, et c'est pour ça que ces forêts sont d'abord sensibles aux canicules, au stress hydrique, et très rapidement, il y a les ravageurs qui arrivent, parce que les ravageurs ne sont pas le problème. Les ravageurs sont le symptôme d'arbres affaiblis. Ils sont affaiblis parce qu'ils sont en concurrence, ils ont fait que de se battre les uns contre les autres, ils sont épuisés physiologiquement. Et c'est pour ça que vous avez des ravageurs dans des forêts comme ça, alors que dans des forêts mélangées, feuillus, résineux, vous avez beaucoup moins de ravageurs et beaucoup moins de problèmes. Voilà, ça c'est un très bel essai qui avait été fait pour démontrer, pour se demander est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a lieu sous forme d'entraide mutuelle. Ça s'est passé en Biélorussie, à Minsk, à l'Institut Kuprevitch, à Minsk, où on avait observé ça dans la célèbre forêt primaire de Białowieża, limite Pologne et Biélorussie. On avait observé que les chênes et les tilleuls poussent bien ensemble, poussent ensemble. Et on se demandait, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de séparer ça? On est plus intéressé aux chênes ou bien d'autres plus intéressés aux tilleuls. Plantons-les séparément, c'est le plus simple, ce sera plus efficace. Eh bien, on a planté le chêne seul, avec un certain espacement, le tilleul seul avec le même espacement, et le chêne et le tilleul en mélange, comme le fait la nature, avec le même espacement aussi. Et on a regardé comment pousse, peut-être les 10 premières années, le tilleul, à quelle altitude, à quelle taille il arrive, le chêne, ici c'est dessiné ainsi à 100%, mais le chêne atteint une autre taille que le tilleul. Mais on va mettre 100% comme référence, et bien en même temps, après le même temps, lorsque c'est en mélange, le chêne a poussé 23% de plus que le chêne tout seul, et le tilleul, grâce à la présence du chêne, a poussé 31% de plus que le tilleul obligé de pousser tout seul. Donc ça, c'est une belle démonstration que ça fonctionne beaucoup mieux ainsi. Et aujourd'hui, les grands reboisements qui ont eu lieu en Chine, accompagnés par des universités européennes, une quinzaine, ont montré que la modalité avec 16 essences mélangées pousse beaucoup mieux, séquestre beaucoup plus de carbone que les plantations classiques avec monoculture comme idée de départ. Donc là, on a toute la science nécessaire pour savoir qu'on a des choses bien plus intéressantes à faire que des coupes rases et des monocultures. C'est bien plus riche, bien plus fertile et bien plus intéressant pour la faune aussi. Donc on a des principes qui se guident, qui se dégagent de tout ça pour la double fonction des forêts. C'est la fonction du bois, naturellement, production du bois, mais aussi pour la production d'eau, parce que l'eau devient l'élément critique, non seulement pour la forêt, mais pour l'agriculture. On a besoin d'avoir des rivières qui coulent en permanence. Elles ne le feront que grâce aux forêts. Et bien pour avoir un régime hydrique bien équilibré, on favorise la flûtée irrégulière, par bouquet ou pied à pied, donc les deux qu'on a mentionnés. On favorise les feuillus de manière générale, mais pas exclusivement, on peut mettre des résineux. On travaille des essences indigènes, adaptées à la station. Et en zone enrésinée, lorsqu'il y a déjà des résineux, on réintroduit du feuillu résineux à raison de 20% de feuillus. Donc on peut améliorer ce qui est déjà disponible, ce qu'on a déjà fait, on ne va pas tout raser, on va transformer ce qu'on a à disposition. On préfère la régénération naturelle à la plantation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais planter, et on évite les monocultures, en particulier les monocultures résineuses. Voilà, ces quelques principes sont là pour garantir des qualités du bois intéressantes et l'approvisionnement local en eau. Donc voilà la sylviculture douce ou en coupe rase, qui donne des forêts comme ça, et cette image-là, c'est en Suisse que je l'ai faite, c'est aussi finalement une coupe rase qu'on a faite avec un impact de machine tout à fait désolant. Cette forêt est complètement perturbée, c'est une dévastation. Et là, la même chose, une autre forêt en gestion naturelle, douce, mais qui produit du bois. Et là, on y est allé avec des grosses machines et tout ce qu'on laisse, c'est finalement des petits restes de forêt, mais ça n'est plus vraiment de la forêt qui va redémarrer comme on aurait pu le faire avec une sylviculture douce.
Voilà, récolte des bois à impact minimal. On a développé la tronçonneuse, c'est d'une efficacité redoutable, mais restons simplement à cette efficacité-là. Ces grosses machines, ces grosses récolteuses, c'est vraiment quelque chose, lorsque le temps n'est pas correct et lorsque le sol ne se prête pas à ça, ça fait vraiment des dégâts et ça provoque des érosions et d'autres dégâts. Par exemple, faire des abattages en été, c'est très très mauvais. Lorsque vous abattez les arbres, vous allez blesser les arbres encore debout et ces blessures sont beaucoup plus grandes que lorsque vous le faites en hiver. Une blessure en été est peut-être 4 ou 5 fois plus grosse parce que le cambium est vivant, les écorces sont sensibles. Les arbres sont hypersensibles en été et lorsque vous faites ça en hiver, les arbres sont au repos et les blessures, l'écorce est beaucoup plus compacte et les blessures sont moins grandes. C'est un aspect. Et là, lorsque vous abattez à la tronçonneuse, vous arrivez vraiment à guider la chute de l'arbre et tous les autres restent debout. Et là aussi, c'est repenser la chaîne de transformation du bois plutôt que de l'industrialiser à outrance avec tous les transports que ça implique et ces machines qui ne sont pas adaptées à nos arbres, qui sont adaptées à des arbres trop petits. Eh bien, refaisons du débit des arbres dans des petites scieries qu'on pourrait soutenir, que les municipalités locales pourraient aussi soutenir pour l'approvisionnement local et commander du bois là-bas, ou alors les scieries mobiles. Moi je dis souvent, si j'avais à rechoisir un métier, je ne serais peut-être pas chercheur, mais je ferais la scierie mobile. Avec une équipe de copains, vous êtes toujours dans la forêt, et vous changez sans arrêt d'endroit, et puis vous avez peut-être un stock de bois quelque part. Et quoi de plus beau, ça sent le bois et la résine et l'humus. C'est des beaux métiers. Mais il faut les vouloir, il faut les favoriser. Et ça, c'est aussi une des choses à favoriser dans la transition écologique, c'est de refaire les cycles courts, y compris du bois. Voilà, l'exploitation, à l'occasion c'est l'information. On a parlé d'information, il faut prendre conscience que l'eau est importante, qu'il faut faire attention aux forêts pour les bienfaits de l'eau, pour les bienfaits en termes de gestion de l'eau. Exploiter pied par pied aussi, pour avoir un impact minimum sur la perturbation des sols. Ne pas exploiter lorsque le sol est saturé d'eau. Là, il y a beaucoup de jours dans l'année où on ne va pas en forêt, on ne devrait pas aller en forêt. Structurer la desserte, donc bien sûr on a besoin de chemins pour sortir les bois, et ça, il y a besoin d'une structure, des chemins solides, et entre deux, on va acheminer les bois latéralement dans cette desserte locale, mais qui ne doit pas être trop dense, on ne va pas trop sacrifier de forêt pour cette desserte-là. Alors qu'avec les récolteuses, on a besoin pratiquement d'un layant de 4 mètres, quelque chose, tous les 20 mètres. C'est carrément le quart de la forêt qui est sacrifié à la machine. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait. Ensuite, dans les pentes, on va naturellement privilégier d'autres manières de récolter avec les câbles grues. Et ce qui est intéressant, l'hélicoptère permet de récolter les bois avec un bilan écologique tout à fait intéressant. On peut faire le calcul. Combien de kérosène faut-il pour récolter combien de mètres cubes de bois? Quelle est la quantité d'énergie que représente ce bois de carbone séquestré et quelle est la quantité du kérosène qui a été utilisé en termes d'énergie? Eh bien, on a un rapport de quelque chose comme 5 à 10 par rapport à 90 et 95% de bois séquestré grâce à l'investissement de 5% de kérosène. Donc, on a une mécanisation très douce ici qui peut être employée. Malheureusement, ça coûte cher, mais écologiquement, on peut réfléchir à ce genre de rapport. Et aussi, oui, l'emploi d'huile biodégradable, ça c'est clair. Voilà pour la gestion et l'exploitation de ces forêts. Et maintenant, la sylviculture, ça concerne tous les forestiers. On a un massif forestier naturel et beaucoup de zones sont des forêts qui ont été mises en place à la place, en remplacement des forêts naturelles, des plantations, en général artificielles, en général monoculture. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne peut pas penser en termes de révolution. On sait ce que la révolution a apporté, mais aussi ce que la révolution a provoqué comme troubles sociaux et souffrances sociales.
eh bien, il ne faut plus penser la foresterie en termes de révolution, couper une forêt puis la remplacer par une autre, on sait où ça mène. Eh bien, en termes d'évolution, ça veut dire que les forêts, par exemple les monocultures, on peut progressivement les envelopper, les accompagner en bordure, là où il y a les chemins par exemple, ou bien les rivières, par une lisière, introduire une lisière selon le principe que l'arbre il veut toujours faire une sphère qui se ferme elle-même, la sylvosphère qui protège son intérieur. C'est donc redonner à toutes ces forêts artificielles des lisières qui créent des unités locales par rapport à l'environnement, au paysage, à l'environnement global. Ça empêche aussi la traversée par les incendies, ça enveloppe naturellement avec du feuillu, du résineux, donc ça brûle moins bien, on sait que le feuillu a beaucoup moins brûlé alors que le résineux était explosif, et ça permet naturellement, ces lisières intérieures des forêts permet à la faune de circuler, alimenter la faune, et à partir de cette lisière qui va abriter les oiseaux, vous aurez un réensemencement grâce à la faune à l'intérieur de la forêt. J'ai vécu ça en Afrique, sur des peuplements, plantations artificielles de pins, du pin radiata, du pin patula. Et là, on voyait que la forêt tropicale, sauvage, réintroduisait des graines et ça revenait à l'abri des pins. Et là, vous aviez une deuxième génération de forêts naturelles qui réapparaissait. On pouvait récolter les pins, puis on avait de nouveau de la forêt naturelle. On pourrait faire ça ici aussi, avec tous ces boisements, et continuer ensuite avec une sylviculture telle que décrite. Voilà, alors, de combien avons-nous besoin? J'aime toujours bien cette loi, pas penser en termes de révolution, mais d'évolution. Et combien faut-il? Il n'y a pas besoin que tout soit fait à la fois. C'est la célèbre loi de Pareto, la loi des paresseux, qui vous dit que vous obtenez 80% de résultats en investissant 20% d'efforts. Et c'est les gens de la communication qui connaissent ça très bien. Ils savent qu'il ne faut pas vouloir atteindre tout le public. Si on atteint 80% du public, c'est pas mal, on a rempli notre mandat et on a employé 20% d'efforts. Les imbéciles, c'est ceux qui veulent 100% du résultat. Ils sont obligés d'ajouter 80% d'efforts. Et là, c'est plus tout à fait économique, c'est plus tout à fait judicieux. Eh bien, c'est un peu ce qu'on a fait avec nos forêts. On a vu cette déforestation totale, ce remplacement. Et l'agriculture a pris naturellement beaucoup de sa place par rapport à la forêt. On a remplacé 100% de forêt par 100% d'agriculture. Et c'est ce que l'agroforesterie aujourd'hui comprend et communique, c'est qu'il faut qu'on redonne 20%, peut-être 10% suffisant de nature, de naturalité dans le système agricole pour qu'il devienne durable sur le long terme. Si on continue avec 100% de désert agricole, ça n'est pas possible, on ne pourra pas. Ces terres sont en train de partir. Eh bien, pour la forêt, c'est la même chose, avec 20% peut-être de renaturation, peut-être 10% de nos forêts artificielles, leur redonner une structure, comme un bocage forestier, ça va permettre de transformer, mais ce sera des très belles tâches, des très beaux travaux à mener. Voilà l'image que ça peut donner, ça c'est une plantation artificielle, incroyablement ennuyeuse. Vous allez là, il n'y a pas d'oiseaux, ça ne chante pas, c'est même peut-être contre-indiqué pour quelqu'un qui est dépressif. Alors que si vous allez dans une forêt comme celle-ci, au printemps, c'est jubilatoire, vous avez envie de rester toute la journée. Et même la nuit, eh bien, cette forêt a été obtenue par une forêt comme ça. C'est l'œuvre d'Henri Violet, un grand forestier, qui était inspiré par un forestier français, Gurnot, qui avait déjà imaginé ce système. Il a transformé des forêts artificielles en forêts naturelles qui sont aujourd'hui menées selon le principe du jardinage. Voilà ce qui est possible, c'est très facile, on n'a pas besoin de tout basculer. Et concernant les arbres dépérissants, ça c'est aussi un point intéressant, laisser dépérir les arbres, parce que de temps en temps, il y en a de la même espèce qui résistent beaucoup mieux. Donc observons ce dépérissement, et de temps en temps, il y a des années difficiles, mais de nouveau les meilleures années, et puis ils peuvent se reconstituer. Et ce qui est précieux, c'est cette sélection naturelle, il y a des arbres qui sont résilients, au sein d'une espèce, j'ai une génétique toujours un peu différente, ne coupons pas tout préventivement en disant qu'ils sont malades, c'est l'histoire du chien malade, on dit qu'il a la gale, surtout pas dire ça pour les arbres, laissez les arbres dépérir tranquillement et ne prenez que ceux qui ont vraiment
fini leur course et laisser ceux qui sont encore là parce qu'ils sont précieux génétiquement. C'est la sélection du futur. Voilà, et garder des vieux arbres. Ça, c'est un très beau projet. C'est l'idée d'avoir par hectare, dans une forêt même gérée, comme on l'a décrit, un arbre. Ce n'est pas simplement des îlots de sénescence où on laisse pourrir des arbres, c'est l'idée, un projet est en train de se développer là-dessus, que les forestiers invitent la population locale à venir désigner les arbres qui comptent pour elles. Les gens qui vont se promener en forêt ont leur parcours habituel avec le chien ou seul. Et en principe, il y a toujours des arbres près desquels on aime bien aller ou qu'on aime bien regarder simplement. Eh bien, on invite la population locale à venir montrer les arbres qui comptent pour elles. Parce que pour les forestiers, en général, ces arbres, ce ne sont pas des beaux arbres, c'est des arbres tourmentés. Parce que les gens qui ont besoin d'avoir de la consolation en forêt, parce qu'ils sont perturbés par la vie, ils vont trouver cette consolation face à des arbres qui sont un peu leurs pendants, leur ressemblent un peu, des arbres torturés, tourmentés, mais qui ont tenu le coup, qui sont coriaces et qui sont en train de vivre. Et là, on a une affinité spontanée avec ces arbres-là. Et lorsque le forestier, sans savoir ça, vient devant cet arbre, il dit « Bon, je suis déjà en train de récolter mes bois dans le coin, je vais prendre celui-ci, ça fera du bon bois de feu, de toute façon, il ne vaut rien. » Eh bien, c'est des arbres extrêmement précieux pour les humains et pour la forêt, parce que si on fait un pacte de non-abattage, de non-agression pour ces arbres, un par hectare, on dit simplement un par hectare de ces arbres-là, eh bien, c'est un arbre qui va pouvoir durer toute la durée de sa vie biologique, qui est au-delà du siècle et parfois beaucoup plus. Eh bien, c'est un arbre qui devient une composante de forêt primaire dans la forêt gérée. Donc là, on aura des porteurs de mémoire qui ne coûtent presque rien, qui font du bien à tout le monde, simplement un pacte entre les forestiers et la population locale. Venez nous montrer les arbres que vous voulez garder et on vous promet, on ne va jamais vous les couper. Et ça ne coûte rien à personne. Et là, vous redonnez à la forêt une dimension qu'elle n'avait plus depuis longtemps, c'est une dimension d'arbres qui vont être les porteurs de mémoire, qui vont être une structure temporelle au sein desquelles la forêt gérée normalement continue d'être gérée. Et si on se met à la place des arbres, de jeunes arbres, à côté d'un de ceux-là, d'un de ces vieux arbres liens, comme on les mentionne, eh bien, je me dis, peut-être qu'une tempête, il va quand même le renverser parce qu'il est devenu vraiment très gros, très grand. Il n'est pas très beau, d'accord, mais il va être renversé. Et si, par chance, c'est tout près de moi, c'est peut-être moi qui vais pouvoir prendre cette relève. Donc, ça donne un autre climat forestier aussi, c'est d'avoir une génération d'arbres qui est en fait une pharmacie vivante chaque fois pour les jeunes générations. Et là, c'est aussi un facteur de vitalité intéressant et de climat forestier, d'atmosphère forestière. Voilà, alors ces vieux arbres, c'est individuel dans des forêts gérées et dans un grand patrimoine, un grand territoire, on peut aussi imaginer d'avoir des petites zones pour le territoire, mais suffisamment importantes, avec des forêts en libre évolution qu'on ne touche pas, ou bien qu'on va visiter, mais qu'on ne va pas toucher pour en sortir du bois, pour laisser, comme ces vieux arbres mentionnés avant, des secteurs forestiers, des zones forestières, laisser en libre évolution des petites forêts primaires, comme il en est planifié une en Ardennes, et pourquoi pas se greffer sur les parcs nationaux qui existent déjà, les parcs naturels régionaux. Et j'aime bien dire que c'est pas seulement... C'est quel département en Ardennes? Comment ça s'appelle? C'est la Lorraine ou bien? C'est les Ardennes, c'est le nom du département. Alors, il n'y a pas que ces départements. Naturellement, tout le monde n'est pas d'accord, ça se discute. Il faut discuter de tout ça. Quelle est l'importance pour l'ensemble du réseau forestier d'avoir des endroits où on maintient un patrimoine génétique en libre évolution. Et finalement, c'est pas seulement là-bas qu'il faudrait ça. La logique, c'est que chaque département, bien chaque groupe de départements, ait aussi son endroit de forêt naturelle en libre évolution qui maintient le patrimoine génétique, la banque génétique locale pour ensemencer en fait les forêts gérées par les humains. Et toutes ces forêts primaires ou forêts en libre évolution locale, ce sera naturellement essentiel de les relier par des corridors de biodiversité
Et là, l'agriculture nous viendra en aide parce qu'eux cherchent déjà à faire des haies et connecter des territoires. Et là, ce serait le fait de connecter des forêts pour que toute cette vie puisse circuler, les oiseaux, les mammifères, les batraciens, etc. Et là, c'est intéressant dans cette idée de connecter finalement l'océan Atlantique, la mer du Nord, avec la Méditerranée. On a aussi une réserve naturelle, un parc naturel régional en Camargue. Eh bien, la forêt qui pourrait être créée, c'est-à-dire délimitée dans les Cévennes, c'est pas créer des forêts, c'est des forêts qui existent déjà, mais leur donner ce statut de libre évolution pour être connectés par des corridors de biodiversité. C'est quelques longueurs d'arbres de largeur. C'est vraiment des bandes forestières qui seraient faciles à mettre en place jusqu'à la zone de la Camargue. Et là, on aurait vraiment reconnecté de la Méditerranée à l'océan, tel que c'était le cas pour l'Europe d'avant. Voilà, je reviens sur cette image de forêt de montagne. Je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je suis surtout intéressé à vos remarques, à vos compléments, vos expériences, si vous en avez faites. Au niveau ouvert au dialogue, c'était intéressant hier soir de parler de cette idée de forêt en libre évolution primaire près des Ardennes, à Charleville-Mézières. Et là, j'avais le thème de l'esprit de la forêt, un thème qui permet de réfléchir à ce que la forêt vraiment et comment on peut rencontrer la forêt, qu'est-ce qu'on peut y vivre. Voilà ce qu'on peut maintenant peut-être échanger. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions? Bonsoir, Gérard Masson. Je me permets de vous poser la question des espèces invasives. Alors en Suisse, je sais que le Polonia a été classé dans certains cantons comme une espèce invasive. En France et dans d'autres pays, le robinier a failli être classé également. Et donc, dans le contexte du réchauffement climatique où on apporte d'autres essences qui finalement répondent aussi aux introductions d'essences qu'on avait faites par le passé par différents chercheurs. Quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'il faut être prudent? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que cette diversité va faciliter, contribuer à lutter contre les effets du réchauffement climatique? Merci. Oui, merci pour cette question importante. Les espèces invasives, il y a aussi le robinier qu'on a introduit qui donne un bois fabuleux. Le bois du Polonia est très intéressant aussi. Il y a toujours des choses intéressantes dans toutes les espèces. Et le fait qu'elles soient invasives, elles prennent vraiment leur place, elles s'installent spontanément plus que ce qu'on voudrait. Tout ça, c'est aussi dû à la globalisation, c'est aussi les ravageurs qui viennent d'ailleurs et qui provoquent des dégâts. C'est des espèces animales ou entomologiques invasives. Eh bien, que penser de tout ça? Bon, peut-être, pour aller très loin dans la réflexion, c'est peut-être le livre Les plantes du chaos de Thierry Thévenin. C'est peut-être le plus grand botaniste de France actuel. Thierry Thévenin, Les plantes du chaos. Il fait un livre entier sur les plantes invasives et il montre en fait ce qu'elles apportent de positif. Ce n'est pas simplement le fait d'envahir, mais elles remplissent une fonction que d'autres n'arrivent pas à remplir aussi bien qu'elles. Et lui permet déjà d'ouvrir le débat, de réfléchir, est-ce que c'est simplement une nuisance ou est-ce que c'est un message? Ou est-ce que c'est quelque chose que d'autres ne savent plus faire? Et personnellement, je suis ouvert à la discussion, je n'ai pas la réponse finie, mais j'ai fait mon travail de diplôme d'ingénieur forestier. Devinez sur quoi? Sur la ronce. Donc, je sais si la ronce est détestable pour beaucoup, ben, c'est devenu l'une de mes plantes préférées, parce qu'on se rend compte que la ronce est une plante médicinale pour la forêt. J'ai étudié ça dans les écosystèmes forestiers qui avaient été anthropisés, donc des forêts naturelles avec beaucoup trop de résineux. Sous ces résineux, des sols qui s'acidifient, les forestiers connaissent bien le phénomène, les sols acides.
Lorsque c'est des pins, c'est encore plus grave parce qu'il y a beaucoup plus de résine dans ces litières forestières qui brûlent. Chez les épicéas, ce n'est pas trop le problème, mais l'acidification des sols, et ces sols perdaient en fait leur qualité. De départ, toute la flore changeait. Et on avait un premier effet d'une première génération, d'une deuxième génération de résineux sous forme d'acidification des sols et de lessivage des nitrates et tout ça. Donc les sols perdent leur fertilité naturelle. Et bien l'observation, c'est lorsque vous faites des ouvertures, des clairières, des éclaircies dans ces forêts, spontanément la ronce s'installe. On trouve que c'est détestable parce qu'on aimerait des arbres. Mais la ronce vient au secours de ce problème de lessivage. Elle vient stocker immédiatement tout ce qui est disponible et l'incorpore dans sa biomasse. Et ce qui est intéressant pour la ronce, c'est qu'elle a des feuilles qui persistent durant l'hiver. C'est un magnifique fourrage pour les chevreuils, par exemple, pour toute la faune. Et sous la ronce, on a quelque chose de fabuleux qui se met en place. Sous une génération de ronces, on dit que la ronce est le berceau du chêne. Le berceau du hêtre selon la région. Et si vous ouvrez la ronce, vous faites un entonnoir de la ronce, vous voyez qu'il y a beaucoup de germes d'arbres qui apparaissent dessous, qui sont protégés par cette ronce. Et le sol de la ronce est fabuleux, c'est plein de lombriques, c'est plein de turicules de verre sous la ronce. Et là-bas, c'est des conditions fabuleuses pour la croissance de la vraie génération forestière. Donc la ronce vient sauver, vient résoudre un problème du sol ou de lessivage de substances minérales et préparer l'apparition de la végétation. Donc pour activer ça, ma recommandation, c'était, lorsque vous observez ça, vous allez faire simplement des entonnoirs, des ouvertures locales du roncier pour qu'il garde ensuite encore sa fonction de protection. Mais là, vous permettez aux arbres de sortir le dôme de ronce, à travers ce dôme de ronce, parce que vous faites des petites ouvertures. Voilà, donc une plante invasive locale, on pourrait ne pas la comprendre, et pourquoi pas essayer de comprendre les autres de cette manière-là. Mais c'est clair, c'est pas si simple que ça. Pensez aux animaux invasifs, par exemple, le lapin en Australie, les dégâts qu'il a fait, bien les moutons dans d'autres pays, ou les chats en Australie maintenant sont en train d'éradiquer les oiseaux. C'est aussi des questions d'espèces invasives qui font vraiment des dégâts parfois irrémédiables. Donc je n'ai pas de réponse finie, mais il y a des choses à creuser, je pense. Bonjour. Ah, pardon. Je suis là. D'accord. Je me suis pas mal baladé dans les forêts, merci déjà pour la présentation. Je me suis pas mal baladé dans les forêts, dans le Limousin et dans le Morvan également, puis également dans les Vosges. On voit énormément de coupes rases, etc. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ce que vous racontez. Je suis des groupements forestiers citoyens, notamment dans le Morvan. Il y en a un qui est très... Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a pas mal de célèbres, enfin connus en tout cas pour les gens qui s'y intéressent. Mais il y a un souci quand même qui se passe, c'est qu'il y aurait une envie d'aller dans cette direction-là, mais quand vous avez des subventions européennes qui finalement amènent à replanter du Douglas derrière des épicéas qui sont morts de sécheresse et puis de scolytes, la tentation est évidemment assez grande de récupérer cet argent pour replanter des choses qui probablement ne dureront même pas 10 ans. Donc, comment on peut faire autrement qu'à, on va dire, avec des petites mains, de faire des groupements forestiers, mais qui sont finalement sur des superficies qui sont très peu étendues comparées aux mastodons qui peuvent être de la forêt industrielle. Oui, bien sûr, c'est la grande problématique des grosses tendances voulues par des forces politiques, des forces économiques. J'ai parlé de ces machines qui ne sont pas adaptées à nos milieux. Ici aussi, vous avez, c'est dans tous les domaines, que vous avez des tendances qui ne sont pas voulues pour la population et qui sont favorisées par certains groupes d'intérêt. Là, tout le monde est d'accord avec l'analyse que les lobbies jouent un rôle tout à fait évident. En Suisse, c'est tout aussi évident que dans tous les autres pays ou bien à l'échelon européen. Donc,
Est-ce que c'est définitif? Il y a quand même... C'est magnifique, vous êtes tous là ici, vous êtes là comme forestiers. Il y a une prise de conscience. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prise de conscience a quand même besoin d'un peu de temps pour s'implanter dans les réalités concrètes. Et là, il n'y a rien d'autre à faire que de créer du réseau, l'image de la forêt, un réseau d'alternatives forestières, un ProSilva, etc. Faire de la communication, faire des conférences et en parler au niveau des municipalités, et des municipalités ouvertes et d'autres beaucoup moins. Ici, on est en très bonne configuration. Et progressivement, on avance les pions comme ça. On ne peut pas s'attaquer simplement à un état de fait qui semble définitif. Finalement, c'est beaucoup moins solide que ce qu'on croit les choses. Les êtres humains sont tous construits de la même... On voudrait tous être heureux. Et une fois qu'on comprend qu'une forêt comme ça rend plus heureux qu'une forêt de l'autre genre, finalement, brusquement, ça peut avoir lieu, même chez certains décideurs. En décembre dernier, j'ai été invité par le président de ProSilva, justement, Sylviculture en couvert continu, à donner une conférence à Paris pour des propriétaires forestiers français. Des grands propriétaires forestiers français, très puissants, donc l'aristocratie, etc., qui possèdent de belles forêts. Ben, ces gens s'intéressent à cette autre manière de comprendre la forêt. Ils ont intérêt à maintenir un patrimoine, ils restent fidèles à leur lignée familiale, quelque part, et c'est précieux. Et c'est pas simplement penser que tout le monde veut simplement, en termes américains, faire de l'argent avec la nature. C'est beaucoup plus intéressant que ça, beaucoup plus divers que ça, et toucher les consciences et les intérêts esthétiques et affectifs des gens, c'est d'abord bien plus intéressant, et je pense que ça peut changer très vite aussi. Surtout, n'abandonnez pas, on a besoin de vous. Par exemple, un groupe forestier en Suisse, après, je ne vais pas mettre un pays en avant, mais il y a un exemple intéressant quand même. On a eu aussi ces périodes d'inondations terribles, c'était au milieu du 19e siècle, et on s'est rendu compte que c'était dû à cette déforestation dans les préalpes. C'était beaucoup plus dramatique que dans les zones de plaine, parce que là, ça a déménagé. Il y a des terrains qui partaient, il y a des territoires entiers qui étaient inondés. Et là, les forestiers ont compris que c'est parce qu'on a enlevé les forêts dans ces zones alpines, préalpines. On a replanté à toute vitesse. Avec quoi? On a fait, comme tout le monde, comme beaucoup font encore, on a fait de la monoculture d'épicéas. C'est pour ça que la moitié des arbres en Suisse, c'est des épicéas, parce qu'ils se ressèment eux-mêmes. Et ce n'était pas forcément voulu au début. Et par la suite, on a compris que ces monocultures, ce n'était pas le nec plus ultra. Les forestiers ont compris ça, ont commencé à faire des recherches sur la dynamique des forêts naturelles. Ils sont allés dans des réserves naturelles en Serbie, en Bosnie, pour aller voir comment fonctionnent les forêts naturelles. Les forestiers du centre de l'Europe sont allés observer des forêts naturelles pour comprendre comment fonctionne la forêt. Et à partir de là, ils ont compris et retransformé des forêts artificielles. Et aujourd'hui, on a une loi forestière qui favorise la régénération naturelle, qui interdit en principe les coupes rases, mais la pression est grosse, interdit les pesticides. Et la quatrième chose, c'est fabuleux, ça c'est vraiment magnifique, c'est que l'accès à la forêt, indépendamment de la propriété, est garanti pour tous. Donc là, vous n'avez plus de propriétaire forestier privé ou public qui a le droit de clôturer sa forêt. Toutes les forêts doivent rester ouvertes. Et c'est très intéressant pour la faune d'ailleurs, et pour les loups. Oui, voilà, je suis un petit propriétaire forestier, j'ai un petit morceau dans la Meuse, mais j'utilise beaucoup la forêt parce que je fais un sport de forêt, la course d'orientation. Donc j'ai vu pas mal de types de forêts, et il y a un problème que je n'ai pas résolu, qu'on n'a pas résolu apparemment, c'est le problème de la montagne de Reims avec les faux de Verzy. Quelle est l'explication de cette apparition d'arbres tout à fait fantasmagoriques, hein, ce sont des hêtres, est-ce que vous avez une explication? Les faux de Verzy. Je n'ai pas d'explication et je suis très content de ne pas en avoir. Parce qu'on a encore des mystères dans la nature qui sont fabuleux. Merci de parler de ça.
Oui, excusez-moi, ce qui me désole un peu quand je vais en forêt et qu'il y a des exploitants, c'est de voir que quel que soit le temps, quel que soit l'état du sol, il y a des camions remplis de grumes qui tassent toute la terre. Et je me dis que cette terre qui est tassée près des autres arbres, est-ce que ça ne nuit pas beaucoup aux arbres en fait? Oui, c'est une question tout à fait judicieuse parce que la première forme de dégâts pour un arbre, c'est pas tellement les blessures dans la couronne, dans le haut-pied, parce que c'est des blessures qui arrivent naturellement. Une tempête, vous arrachez une branche, et l'arbre, il a appris à travailler avec ça. Le sapin pectiné ou sapin blanc, par exemple, il a, à l'endroit où la branche est incorporée dans le tronc principal, quelque chose comme un bouchon de résine, alors que le sapin blanc n'a pas de résine dans le bois, mais là-bas, il fait de la résine, et ça empêche la pourriture d'entrer dans le tronc, au niveau des branches. Mais dans le sol, l'arbre n'a jamais appris à sauf avec les mycorhizes, à se protéger contre les entités de champignons ravageurs, des champignons qui décomposent le bois. Et lorsque vous avez des grosses machines qui arrivent par mauvais temps, qui vous labourent le sol, vous perturbent le sol, énormément de racines sont naturellement blessées par ces machines-là. Elles n'ont pas de système protecteur parce que là, il n'y a plus de mycorhizes, c'est toute la partie fine des racines, mais là, c'est le gros de la racine qui est exposé à des champignons qui vont entrer dans l'arbre et provoquer ce qu'on appelle la pourriture rouge qui vient d'en bas et qui progressivement va coloniser le tronc de l'épicéa. Les forestiers connaissent bien ça, le bois rouge des épicéas, surtout dans des endroits où l'épicéa a poussé trop fort. Là aussi, ils sont encore moins préparés, ils ont le bois trop tendre, et là, la pourriture rouge y entre très facilement. Et ça, c'est vraiment un problème avec des trop grosses machines, cette mécanisation. Il faut vraiment être très très prudent avec ces sols, il faut le moins les perturber possible. Pardon? Et au niveau de la réserve d'eau aussi, une racine blessée n'aura plus sa connexion, donc elle laisse entrer les champignons, mais ne peut plus acheminer l'eau naturellement, parce qu'il faut c'est toujours les racines de l'année ou les racines très jeunes qui amènent l'eau, c'est pas les grosses racines. Les grosses racines concentrent simplement ce qui vient des jeunes. Bonsoir, encore merci pour l'exposé que vous avez fait tout à l'heure, c'était très clair et très bien. Moi j'ai une question, on en parle dans tous les médias, il y a le dérèglement climatique, quoi. Les différents rapports du GIEC sont très pessimistes, donc la température va augmenter. L'eau va manquer en été. Il y a un arbre qui est très fragile par rapport à ça, c'est le hêtre. Or, le hêtre, c'est l'arbre qui arrive à la fin du cycle naturel de l'évolution de la forêt. Aujourd'hui, on a plein d'êtres qui dépérissent, surtout sur des plateaux calcaires. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, quelle est la solution? S'il y a une solution, est-ce qu'on continue à essayer de préserver du hêtre, en sachant qu'il y a de gros risques pour qu'il ne soit plus l'essence adaptée au climax dans quelques décennies? C'est très complexe, donc qu'est-ce que... On peut faire des choses, on peut observer. J'ai observé ça l'année passée, par exemple, c'était une année difficile, très, très chaude en juillet déjà. Les hêtres près de chez moi, une forêt bien équilibrée et tout ça, sur calcaire. On larguait les feuilles en juillet déjà, c'était terminé. Ils ne voulaient plus faire de photosynthèse, il n'y a plus assez d'eau, ils ont laissé tomber les feuilles. Et ça leur permettait d'épargner les branches, les jeunes pousses de toute la couronne, de tout le haut-pied. Et si ça devait perturber, les hêtres font alors ensuite, et si ça se passe bien, l'année suivante, ça redémarre par ses pousses, les bourgeons ont été sauvés, et ça redémarre normalement. Donc ils délestent simplement ces feuilles qui ne peuvent plus faire de photosynthèse, elles gardent en vie ce qu'il a de plus précieux, les bourgeons. Si ça persiste, et si c'est une année trop difficile, il va peut-être faire un retrait de couronne. Donc il va non seulement perdre les feuilles, mais sacrifier la périphérie de la couronne, le haut, qui est le plus difficile d'alimenter en eau.
le haut de la couronne. Donc il va faire un retrait de couronne, et l'année suivante, ça repartira, mais d'un peu plus bas, et ça redonne un arbre. Mais le tronc lui-même, il reste encore intact, et puis il refait du bois. Donc la couronne, c'est une partie de l'arbre, mais il y a les racines et le tronc qui sont naturellement très intéressants. Ce que j'ai observé sous ce hêtre qui larguait son feuillage, maintenant il est reparti de plus belle, il n'a pas fait de retrait de couronne, et bien sous celui-ci, on avait vraiment quelque chose comme un départ, ou bien toutes les essences annexes, parce que c'était un mélange, il y avait des tilleuls, des érables et des frênes. Sur calcaire, c'est des frênes qui ont besoin de beaucoup moins d'eau que les frênes des rivières. Il y a 2 types de frênes. Et bien là, on les sentait très très contents que le hêtre, pour une fois, ne soit plus tellement le maître total à bord, et qu'il leur fasse un peu de lumière, et eux étaient en train de prendre la relève. Donc là, on voit vraiment que la forêt est capable de réagir, parce que ce n'est pas une espèce qui fait ça tout seul, c'est d'autres espèces qui viennent à la rescousse. Mais il ne faut surtout pas enlever tous les êtres, parce que quelques-uns ont de la peine, parce que quelques autres êtres n'ont pas fait ça, parce qu'ils ont, comme j'ai dit avant, un patrimoine génétique qui leur permet de mieux résister. Donc la forêt actuelle, il faut vraiment la maintenir en tant qu'enveloppe de protection qui protège son intérieur. Et si on va enlever tous les êtres, vous allez mettre le sol forestier dans un four chaque été, ça ne va pas. Et là, vous aurez de la peine à avoir des arbres qui puissent s'épanouir. Donc, gardons ces êtres, ces arbres qui sont en train de se battre le plus longtemps possible. Certains vont devoir capituler, mais laisse la place à d'autres, et d'autres vont tenir le coup, et ceux-là sont précieux. C'est pour ça que je plaidoie pour laisser la dynamique forestière s'adapter au changement climatique. Et peut-être qu'ici et là, il n'y a pas de porte-graines qu'il faudrait. On peut planter des chênes ou d'autres, là où on voit que la lumière devient disponible. Mais laisser cette forêt continuer à faire son enveloppe de protection dans la composition qui lui est propre. Parce que quand vous faites une coupe rase, je suis désolé, vous mettez tout ça en plein soleil, en plein cagnard, et les plantations que vous faites ont beaucoup de peine. Il faut presque aller les arroser pour que ça fonctionne dans certaines régions. Ou alors c'est la ronce qui envahit tout, comme j'ai dit avant. Donc la foresterie fine, c'est celle qui est dans cette limite entre ce qui est possible et ce qu'on veut avoir. On va prendre encore une ou deux questions. Voilà, merci pour votre exposé formidable. J'adore la forêt. J'adore la forêt dans la forêt, parce que c'est un havre de paix, un sanctuaire de paix. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette notion qu'on a parfois, qu'on rencontre parfois de forêt urbaine. C'est une notion nouvelle qu'on veut intégrer dans nos villes. Et je voulais savoir si c'était pour vous anecdotique ou si ça avait un réel intérêt, s'il fallait se préoccuper de la forêt en forêt ou s'il fallait effectivement se pencher sur le fait d'intégrer les arbres dans nos villes en raison du réchauffement climatique, etc. Oui, ça nous touche vraiment tous. La majorité des gens vivent en ville, plus ou moins grande. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une évidence. Les villes constituent des îlots de chaleur, c'est des amas de matériaux qui emmagasinent la chaleur, qui ne se rafraîchissent pas, et d'implanter les arbres. Alors là, c'est intéressant parce qu'on veut éviter l'effet îlot de chaleur des villes en y amenant des arbres. Et paradoxalement, dans les régions forestières, on crée des îlots de chaleur en faisant des coupes rases, en remplaçant les arbres qui étaient efficaces pour rafraîchir. Là, il faudrait quand même devenir lentement cohérent avec soi-même. Donc ces forêts urbaines, il y a un principe très intéressant qu'a développé c'était un maire du Costa Rica, il s'appelle, c'est très facile à retenir, Edgar Morin. C'est pas Morin, c'est Mora, M-O-R-A. Il a développé le principe des villes douces, pas des villes intelligentes qui sont pour la 5G et tout ce que ça risquerait d'impliquer. Eh bien, le principe des villes douces, c'est que chaque endroit de la ville, et là, son concept, c'était au centre de la ville, créer des parcs où les gens amènent des graines et des arbres qui sont de leur jardin
dans ce parc et les gens pouvaient ensuite aller se promener dans le parc avec leur famille et dire ça c'est moi qui ai planté dans le parc de la ville. Et ces zones arborées, il a l'idée de les connecter avec la nature extérieure par des corridors de biodiversité destinés aux pollinisateurs. Il pense surtout aux colibris. Il dit lui-même qu'il a été inspiré par le colibri. C'est le colibri qui lui a dit de faire ça comme ça. Alors on peut dire que c'est de la poésie, mais n'empêche qu'il a une idée qui est réalisable. Et ça veut dire simplement que le colibri ne peut pas faire plus que 30 mètres d'un arbre ou d'un buisson à l'autre. Il a tellement besoin d'énergie, il doit tout de suite de nouveau se nourrir. Donc il faut vraiment que ce soit un cordon continu qui, de différents côtés, va arriver à innerver l'ensemble des quartiers. Donc ça, c'est une idée déjà tout à fait intéressante qui a suscité beaucoup d'intérêt. Il y a eu un article dans Le Monde il y a 3-4 ans. Eh bien, les forêts urbaines, c'est clair, là on a parlé aussi de ça, ça se fait même à Metz, c'est les forêts Miyawaki, c'est des minuscules forêts avec toute la diversité, on prépare un sol, et là on a un petit massif forestier qui va se mettre en place, une dynamique très intéressante, où les essences vont se reconnaître et certainement pousser ensemble, et d'autres vont disparaître. Et là il faut savoir que pour chaque ensemble forestier, donc c'est déjà plus intéressant que d'avoir juste une plantation du même arbre, c'est un mélange d'arbres, donc une vraie forêt, mais minuscule, c'est qu'il faut toujours savoir que la faune est en proportion à la surface forestière. Une petite forêt a une petite faune, moyenne forêt, faune moyenne, et une très grande forêt a vraiment toute la faune, dans toutes les modalités, y compris la mégafaune. Autrefois, c'était l'aurochs ou le bison. Eh bien, ces minuscules forêts, c'est déjà extrêmement intéressant, c'est fabuleux de consacrer des zones de ville à créer ça, parce que c'est une dynamique incroyable dans laquelle on peut aussi impliquer les enfants. Mais là, on est vraiment limité. Mettre des arbres dans les villes, tout est occupé, les rues sont entièrement occupées par des infrastructures. L'une des choses vraiment relativement faciles à faire serait vraiment de se rendre compte que le plus précieux de ce que la ville récupère, c'est pas forcément le photovoltaïque ou le solaire thermique, c'est l'eau de pluie. C'est la matière la plus précieuse, l'élément le plus précieux que la ville récupère avec des appareils qu'on appelle les toits. Et ça, on l'envoie n'importe où, on n'en fait rien du tout, alors que l'eau est l'élément de vie. Donc, ce qu'on peut, et là, c'est la ville éponge, le concept de la ville éponge, c'est que dans ces villes, on crée des réservoirs, peut-être sous chaque immeuble, on pourrait, dans les directives, demander de créer un réservoir pour récupérer l'eau de pluie, parce qu'il faut que ça se fasse à l'obscurité, on ne peut pas laisser l'eau simplement comme ça, il y a toutes des algues et une transformation de l'eau qui a lieu. À l'obscurité, on récupère cette eau de pluie, et je ne sais pas combien il pleut ici à Metz par année. Combien il pleut? 1 mètre? Trop? Bon, chez moi il pleut 1 mètre par année. Donc par mètre carré de toit, j'ai 1 mètre cube d'eau, de pluie gratuite, que je peux stocker dans le sous-sol. Et là, ça serait l'une des infrastructures des villes du futur. Ça serait, en plus du gaz, en plus de l'évacuation des eaux usées, en plus de l'acheminement de l'eau potable, en plus de la fibre optique, c'est avoir un réseau d'acheminement de l'eau de pluie pour pouvoir végétaliser les façades. Parce que c'est beaucoup plus facile de végétaliser les façades, parce que ce n'est pas des grands arbres qui ont besoin de faire un système racinaire très compliqué, qui a besoin de beaucoup de place. Les racines des lianes, c'est des lianes que ça se fait, vont chercher l'eau où elle est disponible. Il y a très très peu de masse racinaire, elles vont tout de suite vers l'eau, parfois très loin. Donc on peut faire ça le long des immeubles, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de transformation du sol pour pouvoir implanter des lianes. Dès qu'elles sont bien alimentées en eau, ça démarre très bien. Malheureusement, on a la vision limitée des lianes, des façades végétalisées. On pense toujours en termes de lierre ou de vignes sauvages. Mais ça peut être beaucoup plus intéressant. Il y a un livre qui vient de sortir aussi chez Actes Sud, c'est sur les lianes. C'est une certaine chercheuse Annick Schnitzer. Les lianes fabuleuses ou quelque chose comme ça. Eh bien, les lianes, c'est pas seulement de la vigne sauvage, ça peut être de la vraie vigne.
ou bien du houblon. Donc si quelqu'un ne veut pas seulement du vin récolté de sa façade, il peut récolter du houblon, puis avoir de l'orge sur le toit peut-être, et faire autre chose avec ça. Ça peut être des kiwis, ça peut être de la clémentine naturellement, ça peut être des fleurs, ça peut être de la passiflore, ça peut être du floral et du fruit. Et là, on a des plantes, soit pour la façade nord, façade est, façade sud, façade ouest, toutes les façades peuvent être végétalisées. La preuve, c'est qu'il n'y a aucun arbre qui n'a qu'une partie de la couronne avec des feuilles et le dos est vide. Toute la couronne est occupée par des feuilles, que ce soit au nord, à l'est, au sud ou à l'ouest, ce n'est pas un problème. Donc la végétation est disponible pour végétaliser l'ensemble. Et la structure porteuse, comme si c'était un arbre avec la lierre qui tourne autour, c'est le bâtiment. Et là, on peut entièrement l'envelopper avec l'eau récupérée par le bâtiment, comme le fait l'arbre. Et là, on garde des ouvertures pour les fenêtres et les balcons. Et pour les bâtiments existants, donc pour végétaliser la façade, on ne peut pas y aller directement contre la façade. Ce qu'il faut, c'est des structures porteuses, mais il ne faut pas que ce soit métallique. Les plantes ne sont pas faites pour pousser sur du métal. Je suppose que la souffrance pour la vigne, d'être sur des fils métalliques et sur des piquets métalliques, certains vignerons préfèrent le bois. Eh bien, le matériau idéal pour ça, pour avoir une structure porteuse qui est amovible, qu'on peut retirer pour travailler sur la façade, faire des réparations, la peinture, etc., l'idéal, c'est le chanvre. Avoir un maillage de chanvre, une espèce de tissu de chanvre, où il y a un réseau de fibres de chanvre, le long desquelles peuvent pousser ces lianes. Et là, c'est organique avec organique, alimenté par l'eau de pluie. Et ça, c'est vraiment façade compatible. Et pour ceux qui ont déjà un bâtiment avec des balcons, c'est favoriser l'implantation de la végétation sur le bâtiment en disant on va vous amener l'eau par l'extérieur. Vous n'aurez plus besoin d'aller dans votre salle de bain, remplir votre arrosoir et puis arroser vos tomates sur votre balcon. On vous amène l'eau de l'extérieur, on vous doit bien ça parce que vous allez nous faire du rafraîchissement climatique avec vos tomates. Voilà ce que peuvent faire les villes et c'est très facile. Quel est le rôle de la faune dans le renouvellement de la forêt? Ah, mais c'est énorme comme sujet. La faune fait partie de la forêt autant que la flore. Vous ne pouvez pas avoir la forêt sans la faune. Et plus la faune est riche, plus ça sera un va-et-vient. Et par exemple, c'est les oiseaux migrateurs. La forêt communique avec d'autres continents. Ils vont jusqu'en Afrique et ils reviennent à la forêt. Ils reviennent avec d'autres substances, avec de l'eau qu'ils auront bu là-bas. Et les poissons, surtout, c'est les rivières qui sortent des forêts. Donc elles sont pas endiguées et entravées par des barrages. C'est le reflux des poissons qui était autrefois extrêmement puissant. C'est dans 20 000 ans où la grande histoire de la nature. Autrefois, les villes décrivaient avec quelle puissance les poissons remontaient. Ils se pressaient au portillon pour le frais, pour se reproduire dans le haut des rivières. Et c'était la fête pour tous les prédateurs. Et tout ça se dissémine. Les ours sont là pour se préparer à l'hibernation en pêchant les saumons. Ils font ripaille avec les saumons, mais ils aiment manger tranquille. Ils vont jusqu'à 500 mètres de la rivière pour manger leur saumon tranquille des deux côtés de la rivière. Et toute cette bande de 1 km est beaucoup plus riche en végétation. Et on a calculé que pratiquement 20% de l'azote foliaire de cette zone-là, de la forêt, c'est de l'azote océanique que les poissons ont amené et par le fait d'être consommés, ont fourni à la végétation. La forêt communique avec l'océan. C'est de ça qu'elle a besoin. Et la Loire est en bonne voie de permettre ça parce qu'on essaye d'avoir de nouveau la remontée des poissons. Il faudrait le faire partout. Et que le Rhône, il passe à son tour aussi. Merci à tous pour vos questions. Je vais passer la parole à Benoît Rothenstein pour conclure. Merci beaucoup. C'est Ernst qu'on remercie. Et je peux vous dire, Ernst, oui, ce soir, il a abordé le sujet de la sylviculture, mais il est multifacette. Et il a un magnifique livre, parce que là, il pourrait nous faire plusieurs semaines de conférences, il est intéressant. C'est entre visible et invisible. Et je vous invite vraiment à le découvrir. C'est une somme de connaissances scientifiques, comme Ernst les maîtrise. Mais en même temps, il y a vraiment un mot, il emploie souvent ce mot-là, c'est le racinement des arbres. Un enracinement terrestre et un enracinement cosmique. Et les arbres, pour ce faire, c'est vraiment les deux. Donc on est enraciné sur Terre et dans le cosmos. Et vraiment, le livre d'Ernst Würcher,
fait le lien entre les deux. C'est un scientifique, pour moi c'est plus qu'un scientifique, c'est un savant. Donc tout ce qu'il ressent, il l'explique, il l'expose, c'est une sommité mondiale. Mais au-delà de ça, c'est un homme qui ressent, et dans son livre, vraiment, c'est vraiment de l'alpha à l'oméga. Vous avez bien pour tout le monde. Les scientifiques qui veulent leur sous, ils l'ont. Ceux qui aiment les armes, qui veulent aller plus loin, ils l'ont vraiment. Je ne sais pas ça pour vendre son livre, mais c'est rare des livres comme celui-ci. C'est rare d'avoir Ernst Zürcher, donc voilà. En plus, il peut vous mettre un petit mot, et je laisse découvrir ce qu'il fait sur des dédicaces. C'est Ernst. Voilà, merci à vous. Merci à vous.